Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine pour vous, le jeune espoir des Blue Jackets de Columbus, Pierre-Luc Dubois, nous parle de son parcours vers la LNH. Le portrait d'un arbitre prometteur, Étienne Jacques. Beaucoup de renseignements sur les combinaisons sportives avec le trio hockey. Un exercice appelé l'échappatoire avec Patrick Boileau et notre chroniqueur Denis Gauthier. Mais tout d'abord, Marc Maisonneuve et Peter Moraitis de Hockey Québec nous parlent de tout l'encadrement et de la supervision de la Fédération envers ses officiels. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. L'objectif premier d'une supervision, ça consiste à améliorer l'officiel. On est conscient que l'officiel est un être humain au même titre qu'un joueur, qu'un entraîneur, puis il fait des erreurs. Donc, à long terme, ce qui est bon avec la supervision, c'est qu'on minimise les erreurs le plus possible. Puis, en même temps, c'est du côté plus individuel, c'est qu'on s'assure avec les officiels qu'on ne répète pas les mêmes erreurs dans un match qui suit. Oui, c'est un fait que Hockey Québec répère et identifie ses officiels dès le tout début de leur carrière. En fait, c'est quelque chose qui nous démarque notre fédération par rapport aux autres. C'est le fait qu'on identifie le talent de nos jeunes officiels dès leur tout premier coup de sifflet. Et puis, je dirais qu'une des forces de notre fédération, c'est vraiment la qualité de nos superviseurs, tant au niveau régional qu'au niveau provincial. Et en fait, la première étape consiste à rencontrer les officiels avant le match. On rencontre, on va discuter du match, on va parler des formations en présence, voir les alignements. Est-ce que tel type de joueur qu'on va surveiller pendant le match. S'il y a des choses qui ont été dites dans les matchs précédents, des situations qui sont arrivées. La deuxième étape va consister à regarder le match et vraiment évaluer le travail de l'officiel. Le travail de l'officiel peut être séparé en deux. La première, ce serait les qualités personnelles. Donc, on pourrait voir l'attitude de l'officiel, le sang-froid, comment que l'officiel va réagir dans certaines situations où il y a beaucoup de pression. Puis l'autre partie, ce serait les compétences techniques, où est-ce qu'on va parler, par exemple, de positionnement, de jugement, de qualité de punition, et ainsi de suite. Donc, tout est vraiment décortiqué selon le match qui se joue. Donc, l'officiel, on regarde comment que l'officiel va réagir aux certaines situations de match qui surviennent pendant le jeu. En fait, l'utilisation des séquences vidéo est vraiment rendue primordiale pour la formation des officiels. On se sert beaucoup de capsules, de séquences, où est-ce que les équipes nous envoient dans le but d'améliorer, dans le but de former les officiels d'un point de vue visuel. C'est plus facile pour l'arbitre de remarquer ce qu'il a bien fait ou ce qu'il a moins bien fait pendant un match quand il le voit. Il y a également différentes vitrines qui sont mises en place par Hockey Québec. Donc, des compétitions telles que les compétitions Équipe Québec, les tournois Espoirs, la Coupe Dodge, qui permettent aux différentes régions de nous soumettre leurs talents. Et nous, d'un point de vue provincial, on peut les évaluer, on peut leur donner des pistes de solutions qui vont amener ces jeunes-là à progresser. Et dès un jeune âge, dès le début de leur carrière, de les mettre sur les rails vers le hockey provincial, le hockey national, international ou qui sait, même le hockey professionnel. Oui, en fait, les outils technologiques qui existent, premièrement, on a un système d'assignation des officiels, le Sportal, où est-ce que les superviseurs sont assignés pour les matchs et peuvent ainsi rentrer leur fiche de supervision. De cette façon, l'officiel a directement sa supervision sur son profil de l'officiel à l'intérieur même de la plateforme électronique. Un autre outil qui est très utilisé, c'est les séquences vidéo. Beaucoup d'équipes nous envoient des séquences vidéo. On peut prendre ainsi ces séquences-là puis les envoyer aux officiels pour ainsi, toujours dans le but d'améliorer un processus de formation des officiels. Avec la vision d'un clip vidéo, l'officiel, ça permet d'ajuster plus rapidement, en fait,
les erreurs qu'il peut faire au cours d'un match. Il y a d'autres outils qui existent, comme des applications sur des téléphones, des tablettes. Exemple, le Coach's Eye qui peut analyser certaines situations. Il y a aussi l'utilisation dans certains événements de GoPro, où est-ce qu'on peut mettre la caméra sur le casque de l'officiel et vraiment réellement voir ce que l'officiel voit. Donc, c'est des choses que nous tentons de mettre en place avec les outils, de s'en servir dans le but, justement, d'améliorer la game, d'améliorer la partie de hockey et d'améliorer les officiels du même coup. Effectivement, Hockey Québec met en place un programme de formation où on dépêche dans les différentes régions de notre province des formateurs de compétences provinciales, des superviseurs d'expérience qui se déplacent justement dans les régions et qui dispensent des séances de formation destinées aux jeunes officiels ou aux officiels qui veulent devenir superviseurs. Ce programme-là permet de former entre 100 et 125 nouveaux superviseurs à chaque année par le biais d'environ 5 séances de formation dans nos différentes régions. Aujourd'hui, à la question quiz, Hockey le Magazine vous demande avec qui Pierre-Luc Dubois a-t-il joué son hockey midget 3A? A. Le Collège Notre-Dame. B. Le Collège Charlemagne. Ou C. Le Séminaire Saint-François. La réponse, après la pause. La réponse A. Pierre-Luc Dubois a joué son hockey midget 3 à Rivière-du-Loup avec les Albatros du Collège Notre-Dame en 2013-2014, puisque son père, Éric, était alors l'entraîneur adjoint de l'Océanique de Rimouski. Il a ensuite gravi les échelons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. On l'a d'ailleurs récemment rencontré pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. Mais ma première année de hockey, j'ai joué un peu partout. Ma première année, c'était quand mon père il jouait en Europe. Fait que ma première année, c'était en Allemagne. Après ça, j'ai joué une année à Saint-Basile-le-Grand. Puis ça, j'ai joué mon novice à Tombe à Bécomo, puis pour finir Bantam, puis oui, à Rimouski. J'ai eu Vincent Chénard quand j'ai joué à Montjoly. J'ai eu deux années Pee-Wee puis une année Bantam. Puis c'est un gars qui était toujours là pour les joueurs, il travaillait très fort. On pratiquait des fois à 8 h le matin, puis sans problème. C'est un professeur à l'école aussi, fait qu'on l'avait en éducation physique. Puis c'est un coach que je vais toujours m'en souvenir, puis je vais toujours être très content que je l'ai eu. J'ai été en sport-études à Montjoly, fait on allait à l'école puis on pratiquait en plus de ça. Puis on était toujours tous les gars ensemble. Puis honnêtement, c'était les plus belles années de ma vie. Avec ma gang de chums que j'ai grandi avec puis tout ça. Quand je retourne à Rimouski, on se rejoint tous ensemble encore. Fait ces années-là, c'était des très belles années. Jouer quand t'as 12 ans, jouer devant 9 000, 10 000 personnes au Colisée Pepsi, dans le temps, c'était assez incroyable. Puis, on s'est rendu, je pense, en quart de finale. C'est le point qu'on s'est rendu à PU deuxième année, mais c'est juste le feeling d'être là puis de représenter nous. C'était l'Océanique de Rimouski, c'était incroyable. Partout où tu vas jouer, tu vas être un peu un nouveau. Tu vas faire qu'à un moment donné, tu partes de chez vous, puis il faut que tu ailles jouer. Mettons, moi, c'était au Cap-Breton la première fois qu'il fallait vraiment que je parte de chez moi. Fait le fait que je pense que j'ai joué dans différentes équipes, dans différentes régions, dans différentes villes, ça m'a aidé peut-être un peu à m'adapter lorsqu'il vient le temps de quitter la maison, puis de se faire des nouveaux amis, puis des nouveaux coéquipiers. Fait moi, je pense que ça a été un avantage pour moi. J'ai toujours été un gars intelligent sur la glace, mais je jouais juste pour le fun, puis tu sais, genre... je sais pas, tu sais, quand t'es avec tes amis, tu penses pas vraiment à mettre peut-être plus les efforts, mais tu sais, à un moment donné, c'est venu avec le temps et la maturité, mais tu sais, j'ai toujours joué pour le fun, puis je pense que c'est comme ça que tous les jeunes devraient jouer, puis pas se mettre de pression, tu sais. Même aujourd'hui, je m'en mets pas encore, mais tu sais, dans le hockey mineur, c'est comme je dis, c'est juste d'avoir du fun, puis avec ses amis. J'ai un peu grandi plus sur le tard, fait que moi, j'étais un peu plus petit quand j'étais bantam, j'étais pas très fort physiquement, fait que c'était juste de pas manquer de motivation, de continuer à travailler fort, que ça va venir plus tard. Puis, l'autre affaire, c'est mon père, il a coaché. Nous, on a déménagé de Bécomo à Rimouski. Puis mon père, il a coaché à Val-d'Or une moitié de saison, puis à Bathurst. Fait qu'il a pas, j'avais pas le père qui venait me voir très souvent au hockey. Il venait me voir chaque fois qu'il pouvait, puis il faisait les sacrifices pour venir me voir. Mais moi, les fins de semaine, quand maman était là, puis tous les autres parents étaient là, mon père était pas là. Mais mon père, c'est un excellent père, puis il m'a vraiment aidé. Mais ça, c'est un défi pour moi quand j'étais plus jeune. Mais on en rit aujourd'hui. Moi, j'ai 18 ans, je viens de faire un repêchage, je me mets pas de pression encore. Fait que, les jeunes qui jouent au hockey,
qui jouent pour le plaisir, qui aient du fun avec leurs amis. J'ai vécu des belles années juniors, mais je peux vous le dire que mes plus belles années dans le hockey, c'était mes années hockey mineur. Fait que, juste de continuer à avoir du plaisir, oui, de travailler fort, mais pas de travailler comme un gars de la Ligue nationale, de continuer à avoir du fun, faire d'autres sports dans l'été, continuer à vivre ta vie comme un enfant et non comme un adulte. C'est le temps d'en profiter de ces belles années-là. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. On se retrouve pour notre bloc équipement avec notre spécialiste Éric Dupont. Éric, tu veux lancer un message aujourd'hui à tous ceux qui, pour jouer au hockey, portent encore leurs vieilles combines d'hiver, les T-shirts pour faire de la peinture. C'est terminé. La technologie est arrivée dans le monde des sous-vêtements athlétiques. C'est une question de confort, c'est une question de performance aussi. Et tu veux commencer à nous parler de la compagnie Bauer qui a des options très intéressantes. Exactement, Marc. Bauer ont sorti il y a quelques années une nouvelle technologie dans le haut et le bas pour leurs sous-vêtements hockey. Ils ont créé beaucoup d'avancements au niveau des technologies. Ici, on a le NG Premium qui favorise l'évaporation de la sueur avec la technologie 37.5. On a également le bas. Celui-ci n'a pas de coquille, mais on a une version avec une coquille aussi qui est disponible en magasin. Même chose, 37.5 qui évacue la sueur, qui évapore, anti-odeur, très confortable. Donc, sans dire qu'on reste au sec, il y a définitivement moins de transpiration qui pénètre dans les vêtements qu'on va porter sous notre équipement. Il y a la compagnie CCM qui a de bonnes options également, dont tu voulais nous parler ensuite. Exactement. CCM ont le même genre de produit avec coquille, compression qui favorise le flux sanguin. Même chose, on peut attacher nos bas. Il y a des versions courtes et longues, enfants, juniors et seniors. Et ça, c'est bon pour toutes les compagnies. Donc, quand on parle de version courte, on parle de short, mais on parle également de hauts qui peuvent être à manches courtes aussi. Certaines, comme celle que tu nous as montrées pour Bauer, qui ont le protège-cou intégré également. Il y a une option qui est assez intéressante du côté d'Under Armour aussi. Oui, Under Armour, qui est une compagnie vraiment populaire dans le vêtement athlétique, qui spécialise aussi dans les sous-vêtements de hockey avec quelques produits super intéressants. Il s'agit d'une combinaison qui utilise un tissu extensible en tous sens Heat Gear, qui favorise l'évacuation de la transpiration. De plus, l'imprimé Armor Grip tient l'équipement bien en place. La combinaison est faite de 90 de polyester et de 10 d'élastane. On demeure dans le même type de composition pour les matériaux, 90 polyester, 10 d'élastane, dans une compagnie que tu veux nous présenter qui s'appelle Vic. Exactement, une marque un petit peu moins connue, qui était autrefois très connue. Un produit très apprécié de notre clientèle à un prix abordable, disponible en un morceau avec un zipper, comme quand nos parents évoluaient au hockey. Et puis aussi disponible en 2 morceaux, vêtements similaires. Donc, on parle de vêtements qui ont peut-être un peu moins d'options, un peu moins de flafla, à prix abordable qui est apprécié d'absolument tout le monde. Exactement. En nous présentant toute la gamme de combinaisons sportives, tu nous as parlé de tellement d'options, culottes courtes, pantalons longs, 1 pièce, 2 pièces, des technologies plus poussées que d'autres. Quel serait le conseil que tu donnerais aux hockeyeurs qui se présentent en magasin pour faire l'achat de sous-vêtements? On a beaucoup d'options, donc il faut faire un bon choix. Est-ce qu'on veut la technologie ou pas? Quelque chose de très confortable, compression, pas compression. C'est important de choisir la bonne grandeur pour être bien sur son équipement. Évidemment, ça va avec les goûts personnels aussi. Quelqu'un qui ne veut pas que ses coudes bougent sur son équipement va peut-être aller chercher une technologie qui va l'empêcher de le faire. Quelqu'un qui veut aller chercher la performance va vouloir de la compression dans ses vêtements. Pour un prix économique et abordable, tu nous as parlé de la combinaison Vic. Alors, autant d'options. La semaine prochaine, il va en avoir énormément d'options aussi parce qu'on parle des sacs de transport, la bonne vieille poche de hockey décortiquée la semaine prochaine dans la chronique équipement. Hi, I'm Sven Andrighetto. You're watching Hockey the Magazine on RDS. Le portrait de la semaine, une présentation de Hockey le Magazine, en kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie d'Étienne Jacques, qui est arbitre en chef dans le Midget 3A. Étienne, tu as commencé à arbitrer à 16 ans. Qu'est-ce qui t'a mené à l'arbitrage? Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'étais à Malartic au niveau du sport-études golf. Donc, j'ai été un ancien joueur de hockey. J'étais un mordu aussi de hockey. J'ai arrêté ma carrière au niveau Bantam 2B étant donné que j'ai commencé une autre passion qui était le golf à ce moment-là. J'ai toujours été un passionné de hockey quand même.
Puis à ce moment-là, j'ai voulu plus m'impliquer dans le hockey tout en étant dans le sport-études. Puis ça me permettait justement de commencer à arbitrer, étant donné que le sport-études golf durant l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille que durant l'été. Donc j'ai commencé tranquillement pas vite à arbitrer. J'ai gravi les échelons tranquillement pas vite aussi. Donc c'est ça. Puis en date d'aujourd'hui, je suis un arbitre au niveau du Midget 3A. L'an passé, c'est ma deuxième année. En fait, l'an passé, j'étais juge de ligne. Cette année, j'ai commencé comme arbitre. T'es pas vieux, Étienne, quand même. Tu as 20 ans, tu arbitres déjà dans le Midget 3A. Est-ce que c'est ça que tu veux faire de ta vie, arbitre? Bien, moi, c'est sûr que j'ai un autre métier qui est à côté. Je suis conseiller financier, mais c'est sûr que c'est une autre passion. Puis c'est vraiment un beau combiné, là, mon travail versus arbitrage, parce que en étant travailleur autonome, c'est moi qui maîtrise mes horaires. Puis je peux vraiment m'adapter en fonction justement de mon horaire d'arbitrage. Ça a vraiment un plus pour moi au niveau de l'arbitrage. Parlons-en justement de ton horaire, parce que là, tu es arbitre en chef régional à Rouyn-Noranda, tu es conseiller financier, tu arbitres dans le Midget 3A. Ouais. Tu dois pas avoir assez de 24 heures dans une journée. C'est sûr que 24 heures, c'est pousser ses limites, mais non, on réussit quand même. Je suis un peu hyper actif, fait que ça m'aide à accélérer. J'ai tout le temps quelqu'un qui veut faire ça vite dans le fond, puis... Beaucoup de voyagement? Oui, exactement. C'est sûr qu'au niveau de l'arbitrage, c'est beaucoup de voyagement. Puis, comme vous vois-tu, en fin de semaine, on avait un match vendredi soir. Hier, on était off. Puis aujourd'hui, on arbitre aujourd'hui à Laval-Montréal. Après ça, on s'en retourne à la maison. Puis c'est une autre semaine de job, la routine, etc. Il y a des sacrifices à faire quand même pour percer dans l'arbitrage. Parce que toi, à la fin de semaine, tu es dans les arénas, tu n'es pas avec tes chums. Non, c'est ça, exactement. C'est beaucoup de sacrifices. Les tournois, c'est souvent des 4, des fois 5 jours. Je pense au tournoi Réseau Espoir à Gatineau. Ça, c'est un très gros tournoi. C'est justement le tournoi qui m'a permis de devenir officiel au niveau provincial. Puis c'est beaucoup de sacrifices, comme vous l'avez dit. Mais je pense que c'est des sacrifices qui peuvent être payants quelque part. T'es quel genre d'arbitre? Est-ce que tu es capable de te résumer? Bien, moi, c'est sûr que je suis quand même quelqu'un qui est friendly avec les joueurs. Je suis friendly avec les entraîneurs. J'ai pas peur de dire les vraies choses. Puis si on s'entend pas sur un certain point, bien, on va essayer de s'entendre, veut pas quand même. Puis je pense que c'est vraiment... la communication, c'est quelque chose qui est important sur la glace. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui communiquait beaucoup sur la glace. Parler avec les joueurs, parler avec les entraîneurs. C'est ça qui va mener au succès de la game, en fait. À quel point est-ce que vous êtes encadré par Hockey Québec dans vos fonctions d'arbitre? Ça, c'est vraiment un gros plus pour tout le hockey au niveau du Québec. Je pense qu'au Québec, on est privilégié d'avoir une équipe de travail pour la supervision, pour l'encadrement. On a des camps provinciaux à chaque début d'année. Puis vraiment, on est très bien formés. Puis comme vous l'avez dit, l'encadrement, c'est un succès au Québec, en fait. Là. Vraiment, là, c'est un gros plus. Là. Puis ça évolue d'année en année. Puis on a une équipe de travail qu'on doit remercier. Parce que c'est grâce à eux que la qualité d'arbitrage au Québec en date d'aujourd'hui s'améliore de plus en plus. Étienne, tu as 20 ans, tu es déjà dans le Midget 3A. Je te souhaite une très bonne continuité et bonne saison. Merci beaucoup. Hi, I'm Max Pacioretty, and you are watching Hockey Le Magazine on RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Cette semaine, Patrick Boileau est de retour avec nous. Patrick, pour les défenseurs, il y a une situation qui est très importante. On va parler d'esquive. Exact. Donc, dans les semaines précédentes, on a travaillé un peu sur le maniement de l'agilité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener cette situation-là, mais en situation de match. Donc, il va y avoir un joueur qui va mettre de la pression sur notre défenseur et celui-ci, au lieu de faire une passe par la bande ou seulement se débarrasser de la rondelle, on va demander de faire une esquive, de garder le contrôle de la rondelle et de relancer l'attaque par la suite. Fait que tu as de quoi te préparer pour nous? Effectivement, oui. Parfait, on y va. Donc, Denis, cette semaine, pour expliquer l'exercice qu'on va faire, l'échappatoire, Hockey Canada a développé une nouvelle application qu'on peut utiliser pour les entraîneurs. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, les boys, je vais vous montrer la vidéo de l'exercice. Puis en même temps, bien, ça va vous donner au moins le visuel de ce que vous allez devoir faire. Oups, désolé. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'attaquant donne la rondelle au défenseur. Le défenseur doit trouver la fenêtre de sortie et puis bouger ses pieds jusqu'à la ligne bleue. Aussitôt qu'il est arrivé à la ligne bleue, ça va être au prochain groupe de partir. Même chose, le défenseur a la tête haute. Cette semaine, dans les semaines précédentes, on a travaillé sur nos échappatoires, on a travaillé sur le maniement de rondelles. Donc, vous allez pouvoir mettre en application les choses qui ont été vues là, dans les semaines précédentes. Fait qu'on voit que le défenseur a la tête haute, échappatoire de ce côté-là, bouge ses pieds et puis il gagne la ligne bleue. Si jamais que le joueur offensif réussit à enlever la rondelle, bien à ce moment-là, ça va devenir un 1 contre 1 dans notre zone. Vous devenez défensif à ce moment-là avec votre palette à palette. OK, on y va, les gars. Garde la tête haute. Échappe-toi. Parfait. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Excellent. Parfait, ça. Prochain, let's go. Les deux prochains, on y va, let's go.
Donne-y la rondelle, garde la tête haute, attire-le à toi. Trouve la sortie. Parfait. Bouge tes pieds, bouge tes pieds. Excellent, excellent. Parfait. Good. Même chose encore, les gars, un autre. On y va. Donne-y la rondelle. Garde la tête haute, Raph. Bouge tes pieds, bouge tes pieds. OK, stop, stop, stop. Stop. Fais juste faire attention, Raph. Aussitôt que tu as une opportunité, il faut que tu bouges tes pieds. Là, souvent, c'est que tu vas commencer à glisser un peu pour faire ta prise d'information. Fais ta prise d'information, trouve l'espace libre, il faut que tu bouges tes pieds tout de suite dans le trou. OK, on y va? Go! Let's go! Et ça, là, tu l'as. Accélère, accélère. Parfait. Bouge tes pieds. Parfait, ça. Excellent. Prochain. Donne la rondelle, garde la tête haute. Good. Jump, 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 jump. Super. Belle protection de rondelle. Good. Donc, ici, on a notre progression 2 contre 2. On va essayer d'avoir une passe entre les deux joueurs. Et puis, bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Excellent. Excellent. Excellent exercice pour les défenseurs. Pourquoi est-ce que tu mets tant de valeur sur un exercice comme ça? Je te dirais que c'est un de mes exercices que j'adore travailler parce qu'on veut justement développer la confiance chez nos défenseurs. On veut développer des défenseurs qui vont contrôler la rondelle et puis, quand il y a un espace libre, qui prennent l'espace libre et puis qui supportent l'attaque à ce moment-là. Très bon. Merci beaucoup. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Je préférais l'arbitrage qui est constant tout le long de la game. S'il est strict en partant, qu'il continue. S'il ne colle pas grand-chose en partant, qu'il continue de même aussi. On laisse jouer les gars, mais on est quand même strict sur certains points, surtout au niveau sécurité. Au niveau ce qui est plaquage par derrière, des choses là, qui sortent du cadre du hockey, là, qui manquent de respect surtout. Mais on laisse les gars jouer, on laisse la game se jouer, mais on est strict au niveau de la sécurité des joueurs. Plus du type, on arbitre, on gère la game, c'est une infraction des deux côtés, on l'appelle, c'est comme ça que ça devrait se dérouler. Là-dessus, ça me dérange pas vraiment longtemps que l'arbitre soit égal avec les deux équipes. Donc, s'il décide de coller des punitions aux équipes, ben, qu'il colle les mêmes et qu'il laisse aller. J'aime ça quand ça laisse jouer. Par contre, il y a toujours un common sense qu'on doit avoir, donc surtout une régularité. J'aime quand on laisse jouer, mais en même temps, je veux pas laisser jouer et que ça déborde à partir du moment que l'arbitre garde un bon contrôle sur le match. Que ce soit beaucoup ou peu de pénalités, l'essentiel, c'est qu'il laisse jouer et que ça soit bien organisé pour que, évidemment, la sécurité soit là. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on en apprend davantage sur la préparation physique, un domaine qui ne cesse d'évoluer depuis quelques années. Paul Byron nous raconte son ascension vers la LNH. Le portrait d'une joueuse d'équipe Québec des moins de 18 ans, Rosalie Demers. Des conseils pour bien choisir son sac de hockey avec le trio hockey. Et on travaille en espace restreint avec Sébastien Bordelot. Tout ça et encore plus la semaine prochaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.